Merci à Cécile Guilbert d'être venue jusqu'à nous en ce week-end pascal. Alors, le principe de la soirée, c'est que j'ai convié Cécile Guilbert pour une interview plus ou moins en relation avec l'exposition des photographies d'Emmanuel Billard que vous pouvez voir juste là, qui ont été prises dans un musée à Berlin. Et sur ces photos, vous voyez donc des gens observer des œuvres d'art. Et quand j'ai vu ces photos, j'ai immédiatement pensé au premier roman de Cécile Guilbert qui s'appelle Le Musée National, qui a été édité en 2000 chez Gallimard, qui est juste là. Et dans ce roman, la narratrice est une gardienne du musée qui s'interroge sur les foules qui regardent les tableaux et qui sont parfois happées et le plus souvent indifférentes au chef-d'œuvre de la peinture. Et je trouvais que ça faisait une belle relation entre les deux et que c'était une bonne occasion finalement de confronter la photographie et la littérature. Et d'ailleurs, la première question que je voulais vous poser, c'est est-ce que ça vous arrive dans les musées, encore aujourd'hui, d'observer les gens, regarder les œuvres? Moins en fait, mais je crois que je vais moins dans les musées aussi. Je suis allée beaucoup. En fait, comme mon mari travaille aussi sur la photo et le regard dans les musées, je l'accompagne et on s'amuse à regarder les gens. Mais c'est plus la peinture, les arts plastiques n'est plus un objet vraiment littéraire actuellement. Donc, vous voulez dire qu'après, vous êtes beaucoup intéressé à la photographie et à la peinture, et après en avoir beaucoup parlé dans vos livres, c'est plus tellement un sujet de... En fait, le sujet du musée national n'était pas tellement la peinture, c'était en fait c'était un roman satirique, c'était un roman un peu de critique sociale, et je trouvais qu'on vit dans un pays qui a toujours une tradition satirique, voltairienne, irrévérencieuse, insolente, etc., et qu'on faisait de moins en moins de critique sociale. Et à l'époque où j'ai écrit ce roman, à la fin des années 90, il est paru en 2000, j'avais envie d'utiliser le fait que cette femme était gardienne de musée, parce que précisément c'est une activité d'abord très dévalorisée, et en fait on ne sait jamais ce que pensent ces gens qui sont là assis à garder les œuvres et à être silencieux et immobiles toute la journée. Et en fait je trouvais que c'est une position décalée qui permettait justement un regard assez aiguisé sur nos contemporains. Donc j'avais pris ce biais-là, mais c'était pas vraiment c'était plutôt cette religion de l'art en fait qui a saisi les foules, qui sont prêtes à faire la queue pendant des heures pour aller voir des expositions, et dont on se demande finalement, une fois qu'elles les ont vues, ce qu'elles ont vu, et est-ce qu'elles ont vraiment vu les choses, puisqu'elles se coudoient par centaines devant des œuvres, et que c'est aussi une forme, si vous voulez, de snobisme culturel consistant à aller voir des choses. Donc c'était surtout cette religion de l'art et cette religion de la culture qui a été satirisée dans ce film. Est-ce que vous avez, pour l'écriture de ce roman, interviewé des gardiens de musée pour savoir justement qu'est-ce qu'ils pensaient Oui, il se trouve qu'un jour j'ai rencontré, je sais plus très bien où, j'ai rencontré une gardienne de Beaubourg en fait, et qui m'a raconté des choses évidemment sur son métier, ses conditions de travail, et qui m'a un peu aidé à créer quelques scénettes, mais bon, je pense qu'avec un peu d'imagination, n'importe qui peut être gardien de musée. Ah bon, je l'apprends. Il ne faut pas une formation particulière. J'imagine que j'imagine qu'aujourd'hui il faut des formations pour tout et qu'il y a des processus, mais si vous voulez, cette femme était gardienne de musée dans mon livre, mais je pense que l'intérêt c'était que vous, moi, n'importe qui peut à un moment être assis et réfléchir à ce qu'il voit dans ce sens-là. Oui. Et quand même dans la plupart de vos livres, ou en tout cas parce que je dois quand même présenter un petit peu Cécile Guilbert, parce que je pense que peut-être que vous n'êtes pas tous familiers avec son œuvre. Donc vous avez écrit 2 romans, Le Musée National et un roman Réanimation, que je n'ai pas affiché là, mais qui a un roman d'inspiration autobiographique, et plusieurs essais, un essai sur Saint-Simon, un autre sur Laurence Sterne, un sur Guy Debord et un autre sur Warhol. Et vous avez aussi publié des recueils d'articles, et dans ces recueils d'articles apparaissent énormément d'écrivains, énormément de peintres. Et je voulais savoir justement comment vous déterminez que telle œuvre ou tel artiste ou tel auteur mérite un essai ou un article et nécessite qu'on en parle. Et comment vous les choisissez? Bon, en général, si vous voulez, moi j'ai commencé dans la littérature par une voie qui est complètement suicidaire, qui est la voie de l'essai littéraire. C'est-à-dire qu'en
En fait, j'avais commencé, quand j'ai toujours voulu écrire depuis que je suis adolescente, et évidemment, en France, à la différence des pays anglo-saxons, la voie de la littérature, aujourd'hui, c'est le roman, il faut écrire des romans, etc. Et je dis que c'est la France parce que, si vous voulez, dans les pays anglo-saxons, on distingue vraiment les fiction and non-fiction. Et alors moi, j'avais évidemment commencé par un roman comme tout le monde, et c'était un roman qui était consacré à Saint-Simon, et en fait à un spécialiste du duc de Saint-Simon. Et très vite, je me suis aperçu que ce roman ne fonctionnait pas, j'y croyais pas, je n'avais pas confiance en... Et puis je m'intéressais en fait de plus en plus à Saint-Simon, qui était donc l'objet d'intérêt de mon héros. Et en fait, en m'intéressant à Saint-Simon, j'ai évidemment commencé à lire des livres sur lui, puis je me suis aperçu que tout ce qui avait été écrit sur lui était extrêmement scolaire, extrêmement académique, extrêmement pétrifié dans le classicisme, des classiques, si vous voulez, ces grandes momies qu'on lit plus. Et je me suis vraiment prise de passion pour Saint-Simon. Et donc je me suis dit, il y a quand même quelque chose à dire aujourd'hui sur le duc de Saint-Simon, qui est l'éternel peintre de la comédie sociale, de la comédie mondaine. Bon, ça se passe à Versailles, mais ça se pourrait se passer n'importe où. Et en fait, quand je m'en parle d'un sujet, c'est qu'en général, le sujet me passionne. Et si vous voulez, très innocemment, comme une lectrice qui lirait des choses sur quelque chose qui la passionne, et puis au bout d'un moment, il se déclenche un truc dans ma tête, et je me dis, mais c'est pas du tout ce que je pense, ce que j'ai envie, enfin, la pensée qui est suscitée par ces lectures et par cet intérêt autour d'un personnage, finalement, personne ne l'a exprimé. Ce que je sens, personne ne l'a exprimé. Et donc j'ai envie de faire quelque chose, mais si vous voulez, écrire, c'est aussi continuer à étudier, c'est aussi se perdre dans un chemin de savoir. Donc en fait, il y a énormément de gens il y a énormément d'artistes qui me passionnent, mais si vous voulez, il y en a énormément sur qui je ne m'exprimerai jamais, parce que tout a été dit, et très bien, très intelligemment, et que, bon, voilà, je m'incline. Ouais. Mais en fait, si vous voulez, de toute façon, je ne veux pas que ça soit pris comme quelque chose de prétentieux, mais si vous voulez, quand j'ai envie de dire quelque chose sur quelqu'un, je l'écris. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, Laurence Stern, c'est un auteur comique, très fantaisiste, très libre du XVIIIe siècle anglais. Quand j'ai commencé à lire son chef-d'œuvre littéraire, je me suis dit, mais ce mec est génial, il faut que je lise quelque chose sur lui. Or, il n'existait rien sur lui. Mais il est encore très peu connu. Oui, il est encore très peu connu. Alors je me suis dit, mais c'est quand même insensé que cet auteur qui a influencé Diderot, qui a fait une révolution dans l'art du roman depuis le XVIIIe siècle, que tous les grands écrivains du XIXe siècle, du XXe siècle ont admiré, les romantiques allemands, Nietzsche, comment ça se fait qu'on n'a rien en français sur Laurence Stern, pas une biographie, pas un essai, rien du tout. Donc j'ai commencé à me documenter, j'ai rien trouvé, donc il fallait que j'aille en Angleterre, que j'achète des livres anglais, que j'achète sa correspondance qui n'avait jamais été traduite, et j'ai commencé comme ça à m'enfoncer dans Stern, et à ce moment-là, je me suis rendu compte que tout ce qu'on racontait sur Stern, c'est pas du tout ce qui me semblait, vous voyez... Je ne sais pas si vous connaissez Laurence Stern, bon, il a écrit Vie et opinion de Tristram Shandy, qui est une espèce de roman familial foutraque et très baroque, et très plein de fantaisie. Et en fait, ce roman familial est quelque chose qui fout en l'air la notion de famille, et qui fout en l'air toutes les notions généalogiques, etc., d'héritage qu'on peut avoir dans les familles. Donc c'est un livre ultra subversif en fait sur la famille, personne ne l'avait jamais dit. Donc je me suis dit, moi j'ai envie d'écrire un livre sur Stern qui soit à la fois un démontage de Tristram Shandy, une biographie de Stern puisque personne ne le connaît, plus il y a eu plein d'histoires autour de sa tombe, il a été déterré 3 ou 4 fois, pourquoi il a été déterré 3 ou 4 fois, il se trouve qu'il s'était toujours identifié à Yorick, le crâne qu'on déterre dans Shakespeare, dans Hamlet. Bon, alors, je me suis amusé et j'ai essayé de faire un livre... donc un livre qui soit, voilà, tous ces trucs, et qui soit un livre amusant, et si vous voulez, j'ai persévéré dans ce genre suicidaire qu'est l'essai, en me disant qu'après tout l'essai, c'est aussi un art, si vous voulez, il n'y a pas que le roman qui est un art. À partir du moment où on mobilise du langage, on est dans l'art littéraire, et que le genre de l'essai littéraire, qui n'est pas le genre des universitaires savants, on met un peu ennuyeux, qui n'est pas le genre des journalistes, trop superficiel, où il n'y a en général pas tellement de travail sur la langue française, si vous voulez, le genre de l'essai littéraire, c'est un genre qui, comme le roman, doit créer des formes, doit inventer des formes nouvelles. Il ne s'agit pas de faire une dissertation, si vous voulez, sur un sujet, il faut à chaque fois inventer une forme en fonction du sujet qu'on traite. Et c'est quelque chose qui, d'ailleurs, vous caractérise bien, parce que le livre, notamment de Laurence Stern, Tristram Shandy, était formellement assez original, il avait
dans sa ponctuation, des tirets très longs. Il s'amusait sans cesse en écrivant une langue, en tout cas assez neuve. Et puis vous-même, dans votre essai, vous reproduisez un petit peu ces innovations formelles en jouant avec ce tiret, mais aussi en demandant au lecteur de faire un paquet de petits jeux. Par exemple, vous écrivez des pages en renommant les protagonistes avec des surnoms, et donc le lecteur est obligé d'aller voir toujours à la fin du livre mais à qui ça correspond. Vous écrivez aussi cet essai en interrompant de manière très brutale au début du récit en disant « Eh bien, si le lecteur veut en savoir un petit peu plus, il doit aller à la page 237 ». Et vous amusez comme ça en permanence avec des jeux formels qui font écho aux essais, à l'écriture elle-même de Laurent Stern. Ben oui, en fait, quand je vous dis qu'il faut inventer une forme, c'est qu'en fait, je me suis aperçu d'une chose en écrivant des essais, c'est que, bon, si vous écrivez un essai sur un écrivain, vous allez être amené à faire des citations de lui, forcément, puisque vous allez trouver de citer des phrases de lui. Bon. Toute la question est, ok, je prends le duc de Saint-Simon, qui est sans doute la langue la plus sublime de toute la langue française, et c'est le plus grand style français, selon moi. Comment faire pour que mon style ne s'effondre pas à côté de celui de Saint-Simon que je vais citer constamment? Donc il faut trouver une langue et faire un effort. C'est comme devenir un caméléon, si vous voulez. Quand je m'en parle de Laurent Stern, qui est quand même un des auteurs les plus fantaisistes, les plus libres qui soient, vous avez raison tout à fait, il y a des jeux typographiques dans Laurent Stern, il y a des pages toutes noires, tout d'un coup il y a une page marbrée, tout d'un coup il y a... Et ça a contribué beaucoup à son succès. Et maintenant, nous qui sommes des êtres du XXIe siècle, on est habitués à voir des fantaisies typographiques, des choses dans les livres qui en font des objets un peu artistiques, etc. Mais à l'époque, c'était complètement révolutionnaire. On n'avait jamais écrit dans les codex que, voilà, dans une typographie de A à Z, un livre, et puis il n'y avait rien d'autre. Donc si vous voulez, c'est un innovateur extraordinaire. Et quand vous écrivez sur lui, vous ne pouvez pas écrire un truc... complètement plat et qui s'effondre, si vous voulez, par rapport à sa propre fantaisie. Donc vous êtes amené vous-même à devoir inventer des choses qui lui rendent hommage et qui sont aussi différentes. Vous ne pouvez pas complètement l'imiter, il faut trouver autre chose. Quand j'ai fait mon essai sur Warhol, bon, Warhol qui est un artiste multimédia et qui est aussi un très bon directeur artistique, après tout peut-être que Warhol n'a été qu'un excellent directeur artistique sur à peu près tout ce qu'il a fait. J'avais envie de faire un essai graphique. Surtout que c'était un essai sur pas du tout sur l'art de Warhol, mais qui était sur la parole de Warhol, ce qu'il a dit dans ses interviews, dans ses livres, les espèces d'aphorismes qu'il lançait comme ça. Et donc il fallait trouver à la fois aussi une forme, et il fallait que ça soit pop. Alors comment être pop avec le pape du pop, si vous voulez, il fallait... je sais pas, on a trouvé avec Nicolas qui a fait la maquette avec moi, cet orange qui est un truc un peu 70... Donc essayer de trouver des... Et à chaque fois, c'est ça qui est amusant en fait. Donc finalement, écrire des essais, finalement, je trouve que bon, c'est vrai que c'est un genre qui intéresse un public plus restreint, un public cultivé et tout, mais je trouve que c'est un exercice amusant. D'ailleurs, je ne sais même pas si je vais en écrire d'autres, parce que, pour répondre à votre question initiale, depuis que j'ai fait cet essai sur Warhol en 2008, je n'ai plus eu de déclic sur... Et puis si vous voulez aussi écrire des essais, c'est une façon pour moi de parler de moi, mais autrement, en fait. J'aurais pu nier cette impudeur qui consiste à balancer son intimité ou des choses trop de soi, mais alors parler de certains autres évidemment, pas n'importe lesquels, mais c'est une façon obliquement de parler de moi en prenant des masques. Alors justement, je me disais par ces choix, et par l'angle que vous prenez pour parler de chacun de ces auteurs, la plupart d'entre eux sont quelque part un peu subversifs, ou en tout cas ont une manière assez subversive de parler de la vie ou de l'art ou de leurs actions. Et je me demandais, est-ce que vous avez des guerres à mener, et si oui, contre qui ou contre quoi? Des guerres à mener, oui, il y en a toujours. Il y a des guerres à la bêtise, des guerres à la laideur, des guerres à la vulgarité, des guerres à l'insensibilité. Bon, ça c'est le cadre général si vous voulez, mais bon, je m'aperçois que, en tout cas les artistes, parce qu'en fait, j'ai écrit sur Warhol, j'ai écrit sur Stern, mais en fait il y a un écrivain professionnel dans cette histoire sur les quatre qui est Stern, qui est un écrivain professionnel, entre guillemets, même s'il s'est mis très tard à écrire, c'était un prêtre
Donc toute sa vie, il a été prêtre dans un bled de campagne, et tout d'un coup, il s'est mis à écrire à plus de 50 ans, et il est mort 10 ans plus tard. Donc si vous voulez, c'est un écrivain professionnel tardif, et les autres ne sont pas du tout des écrivains. L'un est un mémorialiste, un courtisan, l'autre est un révolutionnaire professionnel qui est Guy Debord, donc un théoricien surtout. Et le troisième, c'est qui le troisième? C'est Warhol. Et Warhol est un artiste. Bon. Donc en fait, ce qui me requiert chez eux, c'est pas qu'ils soient des écrivains, si vous voulez, c'est qu'ils aient une pensée. Chacun a une pensée. Chacun a une pensée qu'il exprime dans du langage. Donc je vous l'ai dit, sur Warhol, c'est cette pensée. Et en fait, ils font la guerre à quoi? Mais en fait, ils font la guerre... eux-mêmes font la guerre en fait à des stéréotypes de pensée, à la société peut-être, sans doute, puisque c'est une entreprise de minage et de subversion totale que d'écrire des mémoires qui impliquent 8000 personnes qui ont vécu, et de dire la vérité sur tout ce qu'on a vu pendant 30 ans de courtisanerie à la cour de Louis XIV. Si vous voulez, c'est une entreprise effectivement de subversion totale, dans la mesure où cette entreprise reste secrète toute sa vie, et qu'en fait la bombe explose après sa mort, puisque c'est une œuvre posthume et qui était prévue pour être posthume. Donc il y a cette espèce bon, c'est plus que ça évidemment, hein. Les Mémoires de Saint-Simon, c'est une grande œuvre de révélation métaphysique, et aussi des coulisses du pouvoir et des coulisses de la société, et de la façon dont les hommes, les femmes fonctionnent, la comédie sexuelle, la comédie sociale. Donc ça c'est effectivement ce... Bon, Guy Debord, vous connaissez tous, bon, c'est vraiment quelqu'un qui a aussi voulu dynamiter les fondements de la société, qui s'est battu, qui a perdu, mais qui s'est battu voilà, pour... Je pense qu'il y a toujours, des choses à révéler qui sont pas bonnes à dire, et qui ont appliqué des stratégies de son vivant, effectivement. En général, c'est des gens qui sont assez éloignés de l'ambition sociale. Pour Warhol, c'est toujours le cas? Non, Warhol c'est un ancien pauvre, donc il avait des faiblesses, il voulait gagner de l'argent et être célèbre. Mais ça ne l'a pas empêché d'agir à couvert aussi, avec des stratégies très, très déterminées. Alors justement, pour moi, c'est pas du tout évident la subversion chez Warhol. Je ne dis pas que tous ces artistes sont tous subversifs, mais ils ont tous des stratégies. Ils mobilisent tous des stratégies. Chez Warhol, il y a des stratégies de dissimulation, de secret. C'est quelqu'un d'extrêmement secret. C'est quelqu'un qui ne dit pas toujours les choses. C'est quelqu'un qui manipule. Voilà. Donc par exemple, ce qu'on peut... Il y a une part, par exemple... À partir du moment où je ne me suis pas intéressé à son art, mais à sa personnalité, qui était ce type tellement bizarre, qui parlait comme un robot, qui avait l'air de rien sentir, qui n'avait pas de vie sexuelle, qui a caché à tout le monde que sa mère était morte, qui vivait avec sa mère, qui disait tout le temps je suis là, je suis pas là, je suis mort, je suis vivant, je suis une machine, je suis... Bon. Et quand même, c'est pas n'importe quel système nerveux qui peut dire ça. Donc qui était ce type? Je vous avoue qu'après avoir tout lu, vu plein de films, revu toute son œuvre, tout ce que j'ai pu, des bibliothèques entières, et étudié tout ça de près, je me suis aperçu que c'était finalement quelqu'un d'assez sage, qui avait une philosophie de la vie assez orientale, on pourrait dire, plutôt taoïste, et plutôt orientale qu'occidentale. C'était quelqu'un qui justement ne confondait pas le vide et le néant, qui a été considéré comme un grand apôtre du néant, mais en fait qui était plutôt quelqu'un qui avait compris qu'entre la vacuité de son monde contemporain, le gossip mondain, tout ce tourbillon social, etc., dans lequel il vivait à New York, et le vide au sens des mystiques, qui est cette espèce de non-lieu dans lequel on s'installe pour être en extase et être tranquille, si vous voulez, il faisait bien la différence. Ce que ses commentateurs ne faisaient pas. C'est pour ça qu'il a été si méconnu, et c'est pour ça qu'on a toujours considéré que sa parole était une parole dévalorisée, c'était une parole d'un imbécile ou d'un publicitaire génial, mais qui en fait était gangréné par un cynisme. Et c'est pas du tout ça en fait. Et c'est ça qui est complètement bouleversant, c'est que si par exemple vous lisez son journal, donc il a dicté, parce que c'était pas un écrivain au sens classique, il n'écrivait pas tous les matins à sa table, il dictait à sa secrétaire des trucs, ou sinon il faisait ses livres sur magnétophone, et après il avait des esclaves qui les mettaient en forme. Ceci étant, il les validait, et dans cette masse de choses qu'il a dites, où il a raconté des anecdotes de la factory, où il a raconté des gossips sexuels et mondains sur tout le monde, et des vacheries, et des médisances, et de tout d'un coup, bam, il y a des aphorismes qui sortent à intervalles réguliers, et qui, si on les isole comme ça, donnent effectivement une philosophie de la vie qui est assez sage, assez cohérente, un peu comme un maître
comme un maître zen, si vous voulez, qui interroge, qui donne des coups de bâton, si vous voulez, avec ses intervieweurs. Quand on lui pose des questions, il répond à côté, c'est bien connu. Quand on lui dit qu'est-ce que le pop art, il dit oui, bon, il répond pas, il dit comme ça. Toutes ces interviews sont des trucs, sont des choses qui ont l'air complètement illogiques, des foutages de gueule absolument somptueux. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, parce que d'une part, il veut aussi montrer que les intervieweurs en général de la presse n'écoutent pas les réponses et je veux dire, ont déjà les réponses en posant les questions et ne veulent pas forcément entendre ce qu'il a à dire. Mais surtout, il est comme ces maîtres zen qui donnent des coups de bâton sur leurs disciples quand on leur pose des questions pour leur faire comprendre certains trucs. Bon, et ouais, je pourrais développer longtemps, mais tout ça, donc, chez Warhol est un peu subversif quand même, et très délibéré. Vous révélez une anecdote. Le micro fonctionne, je ne suis pas sûre. Oui, d'accord. Vous révélez d'ailleurs une anecdote assez savoureuse au début de votre essai sur Warhol, où vous dites qu'à sa mort, on avait découvert que Warhol était finalement assez proche des indigents et qu'il donnait des sous et son aide aux pauvres. Et toute la mondanité new-yorkaise avait été assez étonnée de voir que cet homme si mondain et si snob était finalement capable d'une certaine humanité, d'une certaine charité. Oui, c'est tout à fait vrai. En fait, à partir du moment où il a été rescapé de cet attentat, on lui a tiré dessus en 68, où il a été entre la vie et la mort et où il a d'une certaine façon ressuscité, à partir de là, il s'est dit qu'il avait très peur de Dieu. Et de toute façon, il avait été un croyant, il était croyant toute sa vie, il a été croyant, il était élevé dans le catholicisme orthodoxe par une mère extrêmement bigote qui l'emmenait à l'église tous les matins. Enfin bon, tous ses faits sont connus, qu'il a vu des icônes toute sa jeunesse et que ça a influencé son art frontal, du visage comme ça, à plat, parce qu'il a vu l'iconostase de l'église où il était tous les dimanches. Par la suite, il a été extrêmement... il est devenu un peu plus attentif à ces choses spirituelles, et effectivement il allait à la messe en cachette, et effectivement il participait à des distributions de soupe à des pauvres, à l'insu évidemment de son entourage. Mais bon, il avait quand même tenu à aller voir le pape. Enfin, dans mon bouquin, j'ai une photo de lui qui est extrêmement amusante, où on le voit s'approchant de Jean-Paul II. Enfin, il avait un côté un peu grenouille de bénitier aussi. Mais ça a été révélé beaucoup plus tard, effectivement. Et quand il y a eu une messe, après sa mort, il y a eu une messe à Saint-Patrick, et il y a eu effectivement une sorte de, comment on appelle ça, eulogie en anglais, une oraison funèbre ou un... Pardon? Une veillée? Non. Le prêtre a pris la parole pour parler de lui et souligner effectivement tous ces points qui étaient méconnus. Et donc je passe un peu du coq à l'âne parce que déjà c'est complexe d'organiser, de résumer une pensée, puisque vous êtes quelqu'un qui vous êtes intéressé à des artistes très divers et sur des périodes excessivement longues, c'est-à-dire que vous vous intéressez au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, vous sautez un peu le XIXe, vous revenez au XXe. Et en tout cas, si je peux tracer une ligne de force parmi tous les gens qui vous ont intéressé, c'est que, et c'est assez rare, il me semble, dans le paysage intellectuel français, vous vous intéressez au corps des écrivains. Et pour vous, le corps des écrivains, leur corps physique, dit quelque chose d'eux. Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous croyez que le corps influence l'écriture, ou est-ce que c'est l'écriture qui transforme l'écrivain et fait de lui le corps qu'il est? Je pense plutôt que c'est le corps qui fait l'écrivain. Donc vous savez, Francis Bacon disait que lui voulait agir sur le système nerveux de celui qui le regarde. Et donc sa peinture il disait que sa peinture était de nature, et ce qu'il souhaitait, ce qu'il désirait, c'est qu'elle produise un effet sur le système nerveux de celui qui regardait sa peinture. Moi, ce que je lis produit un effet sur mon système nerveux. Et je pense effectivement que la dimension du corps est très importante, et notamment la dimension de la voix. Et je pense que dans l'écriture, il y a des influx énergétiques qu'on sent immédiatement dans la façon dont les phrases sont construites, dont le style est construit, dont ça percute ou ça ne percute pas, est-ce que c'est mou ou vaseux. Alors je ne dis pas qu'un corps mou et vaseux va produire des phrases molles et vaseuses, mais des corps déprimés vont produire certaines choses. Il y a des effets de souffle, il y a des effets...
À mon avis, si Marcel Proust n'avait pas été asthmatique, il n'aurait peut-être pas écrit ces longues phrases sinueuses. Je crois qu'il y a, si vous voulez, il y a la question du corps et de la voix, parce qu'après tout, ce qu'on entend quand on lit un texte, c'est une voix. Et je pense que la voix, alors qui fait partie, enfin qui sort du corps, là vous m'entendez, ma voix sort de mon corps, mais cette voix dit quelque chose forcément. Elle dit quelque chose qu'on peut être capable de percevoir ou pas. Et je pense qu'il y a aussi des questions qui me passionnent, mais ça, bon. Je pense que je suis passionné par les questions de diététique, au sens de diététique, et comment on dort, comment on mange, est-ce que ça influe, est-ce que ça influe pas, parce qu'il y a quand même une question extrêmement triviale, alors là je pose, c'est la base, si vous voulez, c'est qu'après tout écrire, après tout être écrivain, c'est vraiment malmener son corps d'une certaine façon. C'est un mode de vie épouvantable. On est toujours assis, enfin, il y en a qui écrivent sur des lutrins, mais ils sont assez rares. On est toujours assis, on est courbé, le corps s'atrophie, si vous voulez. C'est une activité pas de plein air, c'est une activité c'est la base. Donc il faut. Pourtant, le corps n'est pas du tout anesthésié pendant l'écriture, parce qu'il me semble qu'il se plaint toujours, justement, si on est mal assis, tout ça. J'ai l'impression qu'il y a une souffrance au moment de l'écriture, ou en tout cas le corps appelle tout le temps à l'aide, c'est un peu exagéré, mais en tout cas il se manifeste sans cesse dans l'exercice de l'écriture. Oui, il se rappelle à soi, si vous voulez, mais je pense qu'il faut en prendre soin, et si vous voulez, d'abord on n'est pas des purs esprits, et puis cette idée, ça c'est très l'idée des intellectuels en fait, mais justement les intellectuels ils sont tellement dans le mental au sens cérébral, si vous voulez, qu'ils ont souvent un dédain de leur corps qui moi m'amuse, me stupéfie, m'horrifie, si vous voulez, la façon dont ils mangent. J'ai vu plein d'intellectuels, ils mangent n'importe comment, ils sont... C'est très curieux, ça, mais c'est très intéressant. Moi j'aime bien observer ça chez les corps. Et puis il y a eu plein d'écrivains que j'adore et qui ont des corps splendides, qui ont une énergie. Enfin, je sais pas, quand vous voyez Nabokov jouer au tennis, c'est pas Welbeck, quoi. Et justement, par rapport à cette question du corps, vous attachez une importance particulière à l'écriture au sens de la calligraphie. Vous vous êtes intéressé aux lettres de Sade, vous aviez une émission sur France Culture qui s'appelait La boîte à lettres, vous vous êtes intéressé à la calligraphie de Saint-Simon aussi. Et je me disais, aujourd'hui, la plupart des écrivains écrivent sur un clavier, c'est peut-être d'ailleurs aussi votre cas. Et donc je me demandais si vous étiez nostalgique de ce lien charnel entre l'écriture au sens du stylo et le papier, et qu'on ne retrouve pas dans la technologie. Je n'en suis pas nostalgique puisque je ne l'ai pas quitté. Donc cette question ne me concerne pas. Si vous voulez, l'abandon d'écrire à la main ne me concerne pas. J'écris encore des choses à la main. Je ne dis pas que j'écris tout à la main. Il y a des choses que j'écris directement à l'ordinateur quand même. Mais si vous voulez, pour moi, c'est une façon de travailler qui est tout à fait jouissive, parce que j'aime l'encre, j'aime le papier, j'aime le mouvement de la main. Alors, certes, j'ai fait des bouquins, bon, je dois l'avouer, pas du tout à ma requête. Des éditeurs m'ont proposé de faire, faire un livre à partir des lettres du marquis de Sade, des autographes, des lettres autographes, etc., des sortes d'albums qu'on fait. Pareil pour les lettres dont vous parlez de France Culture, j'ai commenté des lettres manuscrites. Je suis attachée, enfin si vous voulez, bon, on est d'accord, on écrit aujourd'hui à l'ordinateur. Ceci étant, je pense que l'écriture manuscrite, évidemment, est complètement liée à la question du corps, qui est la question précédente. L'écriture manuscrite, c'est vraiment l'influx du corps à travers une motricité et un mouvement de la pensée. Vous savez que l'année dernière, on a interdit, enfin aux États-Unis, on a enlevé du socle commun des connaissances que devaient avoir les enfants l'apprentissage de l'écriture cursive. C'est-à-dire que dans beaucoup d'États américains maintenant, alors que ce socle commun d'apprentissage incluait l'écriture cursive, c'est-à-dire le fait de lier les lettres les unes aux autres, alors pas en faisant des plans et des déliés extraordinaires comme dans les siècles passés, mais simplement de lier les lettres les unes aux autres. Hein. Ça a été abandonné et on a dit que les enfants pouvaient maintenant se contenter d'écrire les lettres au sens détaché et au sens si vous voulez, des caractères d'imprimerie. Why not? Simplement, je pense que, et je ne suis pas la seule à le penser, mais c'est une question que je trouve intéressante, c'est que les processus, bien sûr qu'on va évoluer, que l'humanité va passer dans d'autres supports et va avoir d'autres rapports, si vous voulez, à la technique. C'est pas la technique en soi, si vous voulez, qui
qui est condamnable. Après tout, avant on lisait sur des papyrus qui se déroulaient, et après on a inventé la forme codex du livre. Pourquoi pas lire sur écran? Tout à fait d'accord. Mais si vous voulez, il semblerait quand même que, que les processus cognitifs de mémorisation, notamment de l'écriture, de la lecture et de tout ce qui concerne la mémoire de ce qu'on lit et de ce qu'on écrit, si vous voulez, soient malmenés dans la mesure où les enfants apprennent plus l'écriture cursive. Parce que le fait, c'est un acte extrêmement complexe, hein, l'écriture cursive. Nous, ça nous paraît aller de soi, évidemment, comme M. Jourdain. Mais si vous voulez, le fait de lier les lettres les unes aux autres, ça oblige les enfants d'abord à tenir un stylo, deuxièmement à apprendre le mouvement des lettres, leur forme. Donc ça leur apprend aussi à les reconnaître, et ils doivent faire ça en suivant le mouvement de la pensée, etc. C'est pour ça que l'apprentissage de l'écriture pour les enfants est un truc vraiment déterminant. Et on s'est aperçu que les enfants qui avaient appris à écrire comme ça étaient davantage capables de mémoriser les lettres quand ils lisaient. Bon, et puis après, c'est pareil pour tout, si vous voulez. Lire sur écran, c'est tout à fait plaisant, ça peut être très agréable, mais si vous voulez, visiblement, ça n'entraîne pas exactement les mêmes mouvements cognitifs que de lire sur codex, notamment parce que le déroulé, si vous voulez, le déroulé uniforme, alors que quand on tourne les pages, on progresse dans l'espace, fait que, visiblement, qu'il semblerait que les processus de mémorisation ne soient pas les mêmes. Or, un écrivain, c'est avant tout de la mémoire, donc c'est quand même une question qui est intéressante. Personnellement, je vous dis encore une fois, moi je continue à écrire certaines choses à la main avec grand plaisir parce que j'aime le rapport sensuel au papier, j'aime avoir des beaux papiers, des beaux carnets, de l'encre, etc. Je suis évidemment pas opposé à la technologie, mais que chacun, on verra ce que ça donne, quoi. Que chacun fasse comme il bon lui semble. Je ne milite pas pour qu'on garde, si vous voulez, l'écriture à la main. Mais c'est vrai que je trouve que c'est émouvant, c'est une trace du corps. Écoutez, je suis sûr que si on faisait un sondage, tout le monde préfère recevoir des lettres manuscrites à condition qu'elles soient lisibles, plutôt que sans arrêt des mails qu'on jette dans des boîtes, ou qu'on jette. Enfin, je sais pas, non, il y a un rapport qui est. Pour moi, c'est une question un peu de civilisation aussi, cette histoire. De civilisation, ça veut dire? Eh bien, je pense que c'est civilisé, et c'est délicat, et c'est agréable, si vous voulez, de prendre le soin, le temps, c'est une attention qu'on a vis-à-vis de l'autre. On sait très bien que quand on écrit une lettre manuscrite, ça peut être pour marquer le coup, ça peut être une lettre d'amour, mais ça peut être une lettre de condoléances, pour féliciter quelqu'un d'un événement. Dans la vie, si vous voulez, de tous les jours, la vie des hommes, avant c'était le seul moyen, et à partir du moment où il est concurrencé par d'autres moyens de communiquer par des machines, conserver le geste de l'écriture manuscrite dans certaines occasions, c'est une façon de marquer le coup, c'est une marque d'intérêt, c'est une marque de sentiment, donc je trouve que c'est à cultiver. Et c'est vrai que le corps est beaucoup plus engagé, il me semble, en tout cas dans l'écriture manuscrite, parce que ça suit naturellement la main, et c'est vrai que ça peut être un peu coupé par la technologie. Vous avez parlé de la construction cognitive, et la question qui suit la concerne. Vous êtes en train de préparer une anthologie des écrivains et de la drogue. Et la drogue influence le corps, mais elle influence aussi forcément l'état psychique. Et donc je voulais savoir, maintenant vous devez tout savoir sur toutes les drogues du monde, quelle drogue faut-il prendre pour être beau et intelligent et riche? Et plus sérieusement, est-ce que les stupéfiants influencent de la même manière les auteurs qui en consomment? Ben, je pense que c'est tout à l'honneur comme les écrivains ont laissé des témoignages, si vous voulez, c'est eux qui sont crédités de cette grande intelligence, mais évidemment il y a énormément d'individus et d'artistes qui ont voulu prendre des substances stupéfiantes. Alors, moi je ne dis jamais la drogue, parce que dire la drogue, ça veut rien dire. En fait, il faut parler des substances selon leur spécificité et dire bon, les substances psychotropes ou les stupéfiants. Donc je dis que c'est tout à l'honneur des individus d'avoir voulu explorer par certaines substances des choses qui leur seraient restées inconnues sans elles. Mais bon, lancé depuis 4 ans dans cette vaste enquête, il faut quand même bien voir que la plupart, à part à partir des années 50 du XXe siècle, tout ce qui est antérieur aux années 50 du XXe siècle, la plupart des écrivains qui ont pris des drogues, en général, c'était pour des raisons thérapeutiques ou parce la plupart des artistes rentrent dans les drogues par les portes, comme on dit, de la souffrance physique, psychique,
mélancolie ou douleur physique avec la morphine. Bon. Donc si vous voulez, la plupart des drogues, à part celles qui ont été inventées, je parle pas, alors évidemment je parle pas des civilisations qui ne sont pas occidentales et qui ont eu un usage millénaire de la drogue pour des raisons chamaniques, magiques, rituelles, religieuses, etc., en Amazonie, en Chine, etc. Moi je parle pas de ça, mais je parle pour évidemment les écrivains occidentaux. Donc c'est à leur honneur d'avoir voulu, grâce à des drogues hallucinogènes, je pense, le LSD, mais aussi la mescaline, et tout ce type de psychotropes, ouvrir les portes de la perception. Et je trouve que ce travail sur les drogues et les écrivains permet de faire une sorte de contre-histoire de la littérature, parce que finalement on s'apercevra que avec le nombre d'écrivains concernés par cette affaire, on a presque tous les écrivains en fait, c'est hallucinant, il y a un nombre d'écrivains considérable qui a traité des substances psychotropes, et de classer, voilà, comme vous le disiez, de classer cette anthologie, non pas par ordre chronologique, mais par type de stupéfiants et catégorie, si vous voulez, de stupéfiants, les excitants, les hallucinogènes, les narcotiques, etc. Ça permet de voir aussi quelles sont les drogues qui ont le plus inspiré les écrivains. Et donc il y a des drogues reines, il y en a qui sont, voilà, il y en a qui produisent des textes sublimes, il y en a qui produisent des textes médiocres, il y aura des textes médiocres. Alors quelles sont ces drogues? Parce que ça m'intéresse. Les textes médiocres en général sont produits par ce qu'on appelle les excitants, c'est-à-dire toutes les drogues qui stimulent le système nerveux. Alors évidemment la cocaïne dans l'entre-deux-guerres, bon, comme c'est nouveau, bon, ça produit comme ça des choses, mais après tout ce qui arrive vers nous, qui sont des drogues de synthèse de l'ordre stupéfiants ou pathogènes, etc., produisent des choses qui peuvent être amusantes, mais qui n'ont pas cette profondeur que peuvent provoquer des textes sur l'opium ou le hashish, en fait, qui sont des drogues plus de l'intériorité, de la rentrée en soi ou de la vision, etc. Donc c'est amusant de démontrer ça aussi. Et vous reconnaissez peut-être des motifs semblables entre des écrivains qui auraient consommé les mêmes stupéfiants, même s'ils étaient éloignés dans le temps et l'espace, par exemple 2 écrivains ayant consommé de l'opium et écrivant des textes relativement semblables, ou alors justement qui sont des textes de l'intériorité, peut-être plutôt de la poésie, ou peut-être pas d'ailleurs. En fait, ce qui est amusant, c'est qu'on constate que la drogue n'a donné du talent à personne, c'est-à-dire que les talents étaient déjà là, c'est le premier point. Deuxième point, en fait, en général, on constate que il n'y a pas, alors, à part certaines drogues hallucinogènes qui provoquent chez n'importe quel sujet certains types de visions, parce qu'il est bien connu que la mescaline va provoquer des visions très colorées, certaines formes et tout. Et c'est pour ça qu'on les retrouve d'ailleurs sur... même certains champignons aussi hallucinogènes provoquent des visions standards, si je peux dire, qui après se retrouvent sur les tapis ou l'artisanat des peuplades mexicaines qui les prenaient. C'est pour ça que l'artisanat de certains peuples en Amazonie a ce type de motifs sur les tissus, etc. Parce qu'ils en prenaient et qu'il y a des visions standards. Mais à part ces drogues très particulières et qui ont des visions standards, ce qui est frappant, c'est de se rendre compte à quel point les effets diffèrent. Quand vous lisez des traités de pharmacopée, les scientifiques vous disent oui, telle drogue provoque en général telle chose, telle chose, telle chose. Mais en fait, la façon d'exprimer ces choses est extrêmement diverse. Et en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas 2 individus finalement qui expriment la même chose quand est-ce qu'ils ressentent ou expérimentent. Alors c'est vrai aussi qu'il y a des drogues, je pense notamment à l'opium, qui est la drogue reine, l'opium fumé évidemment, qui en fait a l'air de stimuler vraiment la vie intérieure. Donc si vous avez une vie intérieure poétique, intense, et que alors vous allez exprimer des choses extraordinaires comme Thomas de Quincey, mais si, comme disait Baudelaire, si vous avez des rêves de boucher, vous avez beau prendre de l'opium, vous continuerez. Et ce que je veux dire, c'est que ça dépend des préoccupations de chacun, de la vie intérieure et de ce qui est en chacun. Il y en a qui permettent d'approfondir ça, et donc c'est intéressant littérairement, et puis d'autres non. Intéressant. Vous verrez plus tard, c'est pas publié l'année prochaine. Dans la collection de bouquins, c'est ça? Oui. J'aimerais aborder maintenant un tout autre sujet, parce que votre œuvre est tellement vaste et elle aborde des sujets tellement divers que je suis obligée aussi de poser des questions qui ne sont pas forcément raccordées les unes avec les autres, mais c'est quand même un sujet qui me préoccupe particulièrement. Donc c'est dans le dernier livre que vous avez fait paraître chez Grasset, donc qui est Sans entrave et sans temps mort, et qui est une collection d'articles que vous avez fait paraître dans différents magazines et journaux
depuis quelques années, et c'est un article sur Jonathan Swift, où vous relevez toutes les citations où Swift se montre particulièrement misogyne. Et à la fin de cet article, vous réglez avec lui, je crois, vos différends, ou en tout cas vous essayez de lui exprimer votre colère. Et j'ai envie de vous lire cette citation parce qu'elle est assez drôle et en même temps puissante. Et vous le tutoyez. Je vais donc te dire le fond de ma pensée une bonne fois pour toutes. Tu te crois marginal, mais tu es fort commun, de ce type d'homme lâche et craintif singulièrement répandu. Amateur de fillettes inoffensives, mais incapable d'avoir des relations d'égalité conniventes avec une partenaire, s'enfuyant à toutes jambes dès qu'il est question de son corps, mais surtout de son désir, etc. etc. Donc le pauvre Jonathan Swift voilà, doit se retourner dans sa tombe et c'est ce qu'on lui souhaite. Et ce qui est intéressant dans cet article, c'est que vous avez écrit beaucoup sur des hommes, enfin la plupart de vos champs d'intérêt littéraire est porté sur des écrivains masculins. Et la question que je me pose, c'est êtes-vous féministe ? Je ne suis pas féministe au sens idéologique et militant du terme. Mais évidemment, et je rebondis sur cette histoire de Swift, en fait, on avait demandé, Le Monde avait demandé à un certain nombre d'auteurs de faire une scène de ménage à un auteur chéri, c'est-à-dire prendre quelqu'un qu'on adore et en même temps lui faire une grosse scène parce qu'il a quand même des choses, un côté insupportable qu'on lui reproche en dépit qu'on l'adore. Et Swift, effectivement, m'avait intéressé parce que c'est un écrivain que je vénère, que j'adore, que je trouve génial. Et je me suis dit comment un mec aussi génial, aussi intelligent, qui était un pur génie, c'est vrai, a pu être aussi imbécile avec les femmes parce que, évidemment, toute son œuvre est gangrénée par la misogynie, mais d'une misogynie, mais qui est bête, mais bête comme est toute forme de rejet de l'autre essentialisé, c'est-à-dire comme est bête le racisme, comme est bête l'homophobie, comme est bête le fait de détester quelqu'un en fonction de ce qu'il est essentialisé. Bon. Et bon, alors il y a des traits d'époque sûrement, etc. Mais enfin, on continue à voir quand même de la misogynie prospérer chez des gens qu'on imagine intelligents, etc. Donc c'est effectivement une question qui m'a requise. Pour répondre à la vôtre concernant le féminisme, donc je vous dis, je suis pas féministe au sens où j'ai jamais eu à lutter. Bon, peut-être parce que j'ai d'une génération où beaucoup de choses avaient déjà été faites, mais évidemment, je suis féministe au sens où je suis féministe parce que je suis humaniste. Tout ce qui me reste d'humanisme, si vous voulez, me fait être féministe pour évidemment me révolter contre tout ce qui est injuste, inique et concernant les femmes. Peut-être cette réponse est trop courte. Non, mais à vrai dire, je ne suis pas féministe au sens où je ne me sens pas en guerre contre les hommes. Mais évidemment, on n'est pas en guerre contre... Parce que moi, j'ai des amis féministes, et justement, il y en a une que j'ai qui vient de mourir, qui était une grande féministe française, qui est morte à plus de 80 ans, et elle me fascinait parce que, bon, d'abord, je la respectais parce qu'elle avait connu les combats, si vous voulez, des femmes d'une certaine génération. Elle avait milité pour l'avortement, elle avait milité pour toute une série de choses, et donc respect. Mais en même temps, elle avait toujours cette espèce de vindicte contre les hommes, comme si les femmes étaient mieux. J'adhérais pas tellement à ce discours-là, quoique je pense qu'il est très intéressant d'observer comment les femmes agissent dans des domaines qui ne sont pas généralement les leurs, par exemple le pouvoir. Moi, j'aimerais bien qu'une femme... J'aimerais bien voir à l'œuvre, alors vous allez me dire, peut-être que ça sera une caricature d'homme qui sera à l'œuvre avec le pouvoir, parce qu'après tout, le pouvoir, ça abîme pas mal de monde. Mais je ne suis pas sûr que et d'ailleurs je dis des études là-dessus, ça m'intéresse beaucoup, je ne suis pas sûr que le management, comme on dit, des femmes soit exactement le même que celui des hommes. Mais je ne m'y connais pas assez, je vous l'avoue. Mais j'aime pas ce côté guerre contre les hommes. Je suis assez attaché à la différence des sexes, je dois dire. Ça m'intéresse, quoique la question du genre aussi, on pourra en parler, mais bon, c'est pas le propos, parce que c'est pas tellement dans mon œuvre, cette question-là. D'abord, j'admire effectivement beaucoup d'hommes artistes et autres, mais je me suis jamais posé la question de savoir s'ils étaient des hommes ou des femmes. J'admire aussi des femmes, donc il s'est trouvé que c'est des hommes, mais si vous voulez, c'est pas une question... c'est une question que je me pose jamais, en fait, cette question-là, de savoir si on est... Moi-même, je me sens pas vraiment tellement attachée complètement à un sexe. Parce que je me sens mouvante entre deux sexes, en fait. C'est ça qui m'a toujours caractérisé, en fait, depuis mon enfance. C'est-à-dire Je ne veux pas rentrer dans des... Non, mais si vous voulez, depuis mon enfance, je me sens
Je vais essayer de très garçon manqué quand j'étais petite. Bon, j'ai toujours eu cette voix un peu plus grave. Il y a plein de choses des femmes auxquelles je ne m'identifie pas, qui me semblent idiots. Il y a plein de choses des hommes non plus. Mais si oui, je me sens un peu entre les deux. Je me sens un peu participer de plusieurs sexes. Mais je pense qu'on doit être chacun. C'est pas je veux pas dire ça comme une espèce de connerie. On a tous du féminin et du masculin en soi, mais honnêtement, je le pense vraiment. Je pense vraiment qu'on a les deux et que certains certains individus sont arc-boutés dans une soi-disant identité de genre, sans laisser la fluidité et c'est l'autre côté, si vous voulez, circuler. Moi, je pense qu'il faut laisser les deux circuler, en fait. C'est que ce qui m'a interpellée, pourquoi je vous ai posé cette question, c'est que c'est assez rare qu'une intellectuelle française, il me semble en tout cas, je ne les connais pas toutes, mais elle s'intéresse particulièrement à des hommes en écrivant finalement très très peu de choses sur des femmes, et donc que le processus identitaire soit presque absent. Oui, et d'ailleurs, on m'a demandé il n'y a pas longtemps de participer à un livre collectif de femmes écrivant sur des femmes. Et j'avoue qu'au début, ce concept m'avait un peu irrité, quoi. Parce que je ne vois pas non plus pourquoi il n'y a pas d'abord. Je pense qu'il n'y a pas d'écriture de femmes. Évidemment que les femmes ont des contraintes. Elles ont subi des contraintes culturelles pendant des siècles et elles ne se sont pas autorisées à faire ci ou ça. Et d'ailleurs, cette problématique, on voit bien qu'elle n'est pas complètement obsolète, parce qu'il y a encore beaucoup à faire pour les femmes, si vous voulez. Mais, par exemple, dans le domaine de l'art, on voit bien que cette problématique est devenue obsolète quand même depuis le XXe siècle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les femmes ont voulu ouvrir quand même les portes pour devenir des artistes, des écrivains, des peintres, etc., ça s'est produit. Donc l'idée qu'il y aurait une écriture des femmes, bon, ça m'a toujours, ça m'a toujours hérissé le poil. Ceci étant, je sais bien que les femmes ont des contraintes qui pèsent sur elles, qui ne sont pas celles des hommes, ne serait-ce qu'à cause de la maternité, de tout ce qui leur incombe, et de la conciliation, comme on dit, de tous ces fragments de leur identité. Mais si vous voulez, en fait, je ne me suis pas tellement identifié à ça, parce que n'ayant pas d'enfant, déjà, cette dimension-là ne m'a pas vraiment concernée. Et j'ai quand même accepté, bien que le concept m'a un peu agacé sur toutes les autres femmes qui étaient avec moi et celles qui étaient à l'origine de tout ça, avaient une vision nous sommes des femmes, alors les créatrices, on a tellement à faire avec les fourneaux, tout ça, ça me gonflait, mais j'ai quand même accepté d'y participer parce que c'était quand même l'occasion d'écrire sur une femme que j'admirais, qui est Cristina Campo. Mais que je dis dans ce texte sur Cristina Campo que cette question du sexe, des gens que j'admire, je ne me la pose pas. Il se trouve que c'est des hommes qui m'ont plus intéressé que des femmes. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est plutôt des âmes d'anges qui écrivent, en fait. Mais parce que finalement, quand on lit quelque chose, est-ce qu'on se pose vraiment la question de savoir d'où ça sort, quoi, vraiment. Ça sort d'une âme, ça sort plus d'une âme que d'un sexe, à mon avis. Ce serait d'ailleurs un exercice assez intéressant de lire sans connaître le sexe de l'auteur et d'essayer de le deviner, mais je sais que dans le cas par exemple de Cristina Campo, vous écrivez un très beau texte sur elle, ce que vous relevez, c'est surtout la lumière de son écriture, et finalement, effectivement, qu'elle soit un homme ou une femme, ça n'incombe absolument pas dans votre intérêt et votre amour pour elle. Je voulais aussi vous citer une autre phrase qui s'est faite dans votre livre sur Guy Debord, parce qu'elle touche à un sujet très sensible, et quand je vous parle autour de moi, il y a toujours énormément de réactions, et par ailleurs je serais curieuse d'avoir vos réactions sur cette question. Donc c'est dans votre livre sur Guy Debord, vous dites « L'art de penser, de raisonner au plus juste, mais aussi l'art de manier le langage, la littérature, est inséparable de celui de choisir sa propre langue, d'élire certains mots. Il suppose tout autant la lecture que le dialogue, c'est-à-dire l'art de la conversation. Et en lisant vos livres, j'ai appris un nombre incroyable de mots nouveaux que je n'avais jamais lus nulle part, des mots très rares, des mots précieux. Et vous vous insurgez dans plusieurs de vos livres, et notamment dans le livre sur Warhol, contre la novlangue. Et donc la novlangue, cette espèce de magma de mots où on mélange le français, l'anglais, l'argot. Et je voulais savoir que représentait, selon vous, cette détérioration presque volontaire de la langue française. Alors je ne voudrais pas... alors là, excusez-moi Marie-Ève, mais je vais un petit peu rectifier cette affaire, parce que je ne m'insurge absolument pas contre l'intrusion de l'anglais ou de l'argot dans le langage, si vous voulez. Je ne suis pas quelqu'un qui
qui est pour un usage académique de la langue française. Au contraire, je pense que la langue française doit accueillir plein de mots. Elle doit accueillir des mots anglais, ça ne me gêne pas du tout qu'on accueille des mots anglais. Bon. Mais il se trouve que quand même il y a un petit problème, c'est que si nous accueillions tous ces nouveaux mots comme dans une grande maison, on dirait venez tous, et que tout le monde continue à cohabiter, ça serait formidable. Or il se trouve que quand même, quand je dis qu'il y a une certaine détérioration de la langue, mais je ne suis pas la seule à le dire, et tout le monde peut le constater, si vous voulez, c'est que le problème c'est que d'accueillir, c'est moins en fait des nouveaux mots que si vous voulez, que des appauvrissements de formulation. Voilà, c'est ça que je pense. Cette nouvelle langue, si vous voulez, le problème c'est pas son lexique, c'est sa syntaxe et c'est sa... évidemment, la disparition du lexique, si vous voulez, plus vous faites disparaître des mots, plus vous faites disparaître des possibilités de pensée, des nuances. Vous appauvrissez des possibilités d'expression. Donc c'est ça. Alors, si vous voulez, je suis très partagé par rapport à... À la fois, ça me fait plaisir quand vous me dites que vous avez pris des mots, et en même temps, ça m'angoisse parce que je me dis, putain, ça devait être super précieux, parce que quand on lit des choses dont on ne connaît pas le sens, des mots qui sont rares, etc., bon, moi, c'est vous, j'aime bien découvrir des mots que je ne connais pas, parce que comme ça, j'en découvre et ça me fait plaisir, mais en même temps, je pense que c'est très dangereux, parce que ça vous isole aussi, ça vous isole des lecteurs. Je pense qu'il faut trouver quand même un compromis, il ne faut pas que les mots soient trop précieux, trop rares. Parce que sinon vous coupez, il y a assez peu de lecteurs qui vont chercher des dictionnaires, etc. Donc je pense que c'est pas bien d'écrire avec des mots trop rares ou trop précieux. Pourtant vous disiez, quand on avait déjà discuté un peu de cette question il y a quelques semaines, et vous disiez pourtant c'est la responsabilité spirituelle des auteurs de déterrer ces mots, ou en tout cas de les mettre en lumière, parce que si on ne les utilise pas, ils meurent. Ça c'est sûr, parce que comme... évidemment, comme le langage, c'est finalement le royaume de l'écrivain, et je pense que l'écrivain a tous les droits vis-à-vis du langage, si on ne les utilise pas, ils meurent, effectivement, des mots entiers disparaissent, et donc plus personne ne connaît le sens, c'est un peu un cercle vicieux. Alors est-ce qu'il faut les réanimer pour qu'ils ne meurent pas, auquel cas où il y a quand même plein de gens qui ne les comprennent pas, ou est-ce qu'il faut les laisser sombrer en se disant, bon, bah tant pis, essayons de faire comme avec des mots précis et... Bon, c'est une question qui est, honnêtement, il n'y a pas, si vous voulez, dans le langage, il n'y a pas que le lexique, il n'y a pas que les mots. Il y a la façon, il y a aussi la syntaxe, la grammaire, donc la façon dont on tourne des phrases. Et l'écrivain doit inventer ça, il doit s'inventer une... En fait, il ne doit pas prendre le langage comme un instrument de communication usuel, il doit prendre ce langage et en fait le pétrir et en faire quelque chose, presque une langue étrangère, comme disait Deleuze. Donc c'est ça le travail d'écrivain, c'est prendre la langue usuelle, celle que tout le monde comprend, mais c'est tout le problème avec le langage, parce que le langage tout le monde l'utilise, mais l'écrivain lui doit l'utiliser d'une autre façon, il doit le pétrir et en faire quelque chose d'autre avec cette langue-là, et il peut même jouer avec ses niveaux historiques, c'est-à-dire que le français qui a un très long passé, des syntaxes, des lexiques qui viennent du XVIe siècle ou même du Moyen-Âge, qui n'est pas le cas de toutes les langues au monde, hein, je le rappelle, il y a l'anglais, il y a le français. Les autres langues, l'italien, le russe, tout ça n'a absolument pas la profondeur historique du français. Le français, c'est vraiment une langue extraordinaire. C'est une langue qui va chercher très loin ses racines dans l'histoire. On peut toujours faire ressurgir par petites strates, jeux, des parlers dits anciens que tout le monde comprendrait. On peut jouer avec ça. Ça, c'est de la responsabilité du devoir de l'écrivain, effectivement. Mais on s'aperçoit que beaucoup s'y intéressent plus, c'est-à-dire qu'en fait la plupart des livres sont quand même écrits dans le langage communicationnel, mais c'est ça qu'on n'aime pas quand on lit certains livres. On ne peut pas écrire, on peut pas utiliser le langage que dans son intelligibilité immédiate. Il faut faire chatoyer les mots, les mots c'est des joyaux, il faut qu'ils soient sertis d'une certaine façon, mis en valeur, donc c'est tout un travail là-dessus. Mais ça c'est surtout une question de style et de style littéraire, mais ma question portait plus sur la détérioration de la langue française au quotidien, justement dans cette langue communicationnelle, mais peut-être que vous ne trouvez pas que cette langue elle est en processus de détérioration. Si, elle est en processus de détérioration, notamment dans la syntaxe, parce que, si vous voulez, il y a ce que permet le langage et ce que permet la syntaxe, c'est la logique en fait. C'est la logique, le rapport dialectique entre les choses, etc. Et quand on vit dans un monde où on est bombardé, si vous voulez, de slogans, de raccourcis, de façon vulgaire de dire les choses ou de les décrire, etc., on se prive des possibilités de penser, effectivement, de penser de façon subtile et claire. Et je crois, et voilà, oui.
Je pense que c'est... et cette logique, cette logique aussi d'argumentation et toutes les vertus rhétoriques du langage, si vous voulez, qui sont complètement abandonnées à l'école. La rhétorique, plus personne n'en fait. Mais les rhétoriques, au sens étymologique, c'est des munitions pour convaincre. C'est-à-dire, c'est une batterie, comme si vous aviez une batterie d'obus, vous allez prendre, et pour convaincre l'auditoire, pour être persuasif, pour être clair, pour être convaincant, pour développer votre pensée, vous avez besoin de cette artillerie rhétorique. Qui effectivement se perd. Et cette artillerie rhétorique, si vous voulez, elle se déploie aussi dans la conversation, dans le dialogue, avec un interlocuteur, boum, boum, on se renvoie la balle. Si vous voulez, c'est ces choses-là qui ont tendance à... Enfin, peut-être qui ont tendance à s'amenuiser, à s'éroder, quoi. J'ai une dernière question, et peut-être après vous en aurez quelques-unes, en tout cas je l'espère. Vous apparentez votre travail minutieux sur les textes à un travail amoureux. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Amoureux dans le sens où... d'abord j'aime ce que je fais, évidemment, mais surtout parce que ça demande des soins, ça demande de l'attention, ça demande l'art d'écrire, c'est comme n'importe quel art, et l'art d'aimer ou l'art de vivre, c'est l'attention à des détails, c'est l'attention à des soins, donc c'est un travail effectivement amoureux, mais c'est aussi parce que, comment dire, parce qu'en fait j'écris que je crois que mon grand sujet c'est l'amour en fait, c'est l'amour de certains êtres, de certaines choses, si j'avais pas aimé passionnément tous ces individus auxquels j'ai consacré des essais, je ne pense pas que parce que c'est toujours du temps d'écrire, c'est long, c'est très long d'écrire, c'est des heures, c'est des journées, il faut revenir sans arrêt, c'est jamais fini, on peut toujours perfectionner, c'est des soins. Mais en fait, la grande énergie des êtres humains, en tout cas moi, celle qui m'anime, c'est l'amour, c'est plus vaste que l'amour de ce qu'on écrit, si vous voulez, c'est plus vaste que c'est cosmique, quoi. C'est l'énergie vitale, elle est tirée par l'amour en fait. Et en fait, je voudrais vous dire une phrase parce que finalement, c'est aussi peut-être pour ça. Moi je crois qu'il ne faut pas trop publier, il faut faire ce qu'on a envie d'écrire, mais si vous voulez, il ne faut pas publier. Mais en tout cas, je pense que le ressort vraiment, le ressort de ce qu'on écrit, je vous parlais de ce texte que j'ai consacré à Cristina Campo, qui était une grande prosatrice italienne qui a très peu publié, qui a très peu écrit, mais tout ce qu'elle a écrit est parfait, et qui avait cette particularité d'être une essayiste, mais alors elle est unique en son genre à mon avis, parce que c'est une essayiste poétique, c'est-à-dire qu'elle écrit des essais, mais comme une poétesse, ce qui est rare, parce que normalement les essais sont écrits avec surtout l'intellect. Elle écrit vraiment avec le cœur et l'âme ses essais, et en fait, ce qu'elle dit de ce qu'elle écrit, ça résonne vraiment pour moi de façon, je veux comparer évidemment pas à elle, mais ça résonne très fortement pour moi parce qu'elle écrit « Si parfois j'écris, c'est parce que certaines choses ne veulent pas se séparer de moi et que je ne veux pas non plus me séparer d'elles. Les écrire est l'acte par lequel, à travers la plume et la main, et comme par osmose, elles pénètrent en moi pour toujours. » Je crois que c'est vraiment ça. Cette osmose conduite par la main, donc on revient au corps, qui scelle quelque chose du cœur. Merci. Merci à vous.